Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Bon, sans trop partir dans quatre chemins, vous saviez qu'aujourd'hui on s'attaque à un show de la TNA, donc oui, encore un show de la TNA pour ce mois-ci, pour ce mois d'avril. Et ce show en question, bien sûr, c'est TNA Rebellion 2025, qui s'était déroulé à Los Angeles, en Californie. D'habitude, j'oublie de citer le nom d'une ville, mais là, dorénavant, j'ai décidé d'essayer de retenir et de le citer, tout simplement. Et concernant le show, sachez qu'il n'y a que 10 matchs, plus on va dire, enfin, non, je ne veux pas dire plus, si on compte... attendez, il faut que je compte un petit peu. Si on ajoute bien, évidemment, les deux matchs du pré-show et 8 dans la carte principale, donc bien sûr ça en fait 10. Et du coup, partir crescendo, le premier match de la soirée, enfin dans le pré-show évidemment, c'est un match par équipe de 6 féminins. Alors, NXT contre TNA, si on peut appeler ça comme ça. Donc du côté d'NXT, The Fatal Affluence, donc Fallon Henley, Jessie Jane, pardonnez-moi, et Jasmine Nix contre l'équipe de Rosemary, Xia Brookside et de Lei Ying Lee, auquel bien sûr j'ai forcément regardé, et je ne vais pas non plus trop m'éterniser dessus, si ce n'est que peut-être que ça aurait pu être une victoire de l'équipe de Rosemary, mais non, finalement c'est victoire des Fatal Affluence. Et que si je me trompe pas, c'est Jessie Jane qui fait le pin pour la victoire. Voilà tout. Ensuite, le deuxième match du pré-show, c'est un Open Challenge. Et c'est Elijah qui va affronter un catcheur mystère. Et un catcheur mystère nommé Shane Haste, pardonnez-moi. Représentant de la New Japan Pro Wrestling, je crois, ou au Japon, ou peut-être du côté Strong aux États-Unis. Dans l'équipe TMDK, donc la fameuse faction de Zack Sabre Jr., eh bien, un représentant a accepté le défi de Elijah qui est bien sûr Elias, pour être à l'ancienne et pour citer que lui, auquel, forcément, il a gagné face à Shane Haste, donc Shane Haste, on va dire ça comme ça. J'ai un peu du mal à trouver d'autres expressions si ce n'est que c'est Shane Haste. Mais voilà tout. Et auquel, là c'est la fin des deux matchs du pré-show. Maintenant on passe à la carte principale du show, tout simplement. Vraiment à la carte principale de Rébellion. Et pour débuter la soirée du pré-show, enfin pour débuter la soirée de la carte principale évidemment, eh bien on a un match Ultimate X pour le titre de la X division de la TNA. Donc, Moose contre Casey Navarro, contre Leon Slater, contre Matt Cardona, anciennement Zack Ryder, contre El Hero del Vikingo, qu'on connaissait bien sûr sous le nom de Vikingo, et qu'on l'avait vu du côté de WrestleMania 41, quand la AAA a été achetée, voilà tout, et Sidney Hakim, anciennement Reggie. Donc ouais, le match pour commencer la soirée était très bon, était vraiment très bon. Tous les catcheurs ont su démarquer de ce qu'ils savaient faire sur le ring, donc tous sans exception. Certes, ça racontait pas forcément grand chose si ce n'est que pour épater le public, il faut faire des gros spots, puis à la conclusion finale, ça aurait été plus évident. Et je l'ai peut-être pas dit, mais il y avait Alicia Edwards qui accompagnait toujours The System, et également forcément les Moose, le système est Moose quoi. Eh bien elle a voulu tenter de grimper au câble, parce que oui, à la TNA c'est extrêmement spécial, il faut grimper vers les câbles, soit on se ferait un chemin pour obtenir le titre ou un X, parce que c'est comme ça comment fonctionne la TNA. Eh bien elle a voulu tenter d'essayer d'avoir le titre, mais elle se fait arrêter, ou alors peut-être qu'elle a glissé, parce que je crois qu'elle a ses mains à glisser, c'est Moose qui l'a rattrapé, mais il s'est fait quand même allumer, Moose, pour le coup. Bon après, que retenir, des spots
que des spots. Et surtout le spot auquel on va retenir, auquel je vais vous le dire. Je crois c'est Leon Slater qui grimpe au-dessus de la structure qui maintient les câbles centraux, enfin, entre guillemets centraux, qui fait un X, quoi. On va pas trop se creuser la tête de ce qui retient la structure, quoi. Eh bien, en gros, ce fou, il monte au-dessus de la structure et il voit les catcheurs qui sont en bas et qui sont en train d'attendre ce ultime spot, on va pas se le mentir. Eh bien, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait un 450 splash du haut de la structure et que ils l'ont bien sûr rattrapé, mais par la suite, je suppose que Leon Slater, la chute était un peu brutale, hein, parce que je me rappelais que ils l'ont rattrapé, mais la chute a été terrible. Et du coup, j'espère qu'il ne souffre pas d'une blessure grave, parce que d'une chute pareille, normalement, on est affilié à une blessure, mais vu comment ils veulent rester forts, ils veulent s'en sortir. Et auquel c'est justement Leon Slater qui va gravir les câbles, ramper jusqu'au câble, décrocher le titre. Non seulement il a décroché le titre, mais en fait il faut savoir qu'à la TNA, non seulement il faut décrocher le titre, mais il faut descendre pour gagner. Parce que c'est vrai qu'à une certaine époque on pouvait décrocher une ceinture et qu'on a la victoire. Là c'est complètement différent, tu décroches mais tu dois descendre. Eh bien, c'est ce qu'il a fait, justement, Leon Slater, il a décroché, il voulait descendre, mais il se fait spirer par Moose, et Moose récupère le titre, et du coup, il a la victoire. Ah, c'est vrai que c'est un peu une victoire volée de la part de Moose, alors que c'est vrai que ça aurait pu être sur le papier Leon Slater qui aurait dû gagner, mais vu comment il s'est fait spirer par cet orignal sauvage, eh on peut dire que s'il n'était pas dans le feu de l'action, Moose, il aurait encore été à l'extérieur, en train de vendre la terrible chute qu'a fait Leon Slater. Mais vu comment c'est un buffle, un orignal sauvage très ambulant, eh bien, lui, il se relève. Il se relève et il obtient la victoire pour justement pour faire chier tout le monde. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc, toujours victoire de Moose. Et qui peut battre Moose? Aucune idée. Hein. En ce moment, je n'ai vraiment aucune idée. Mais bon, je poursuis. Donc, le quatrième match, parce que oui, j'avais cité le premier, le deuxième, maintenant le troisième. Et maintenant, je passe directement au quatrième. Alors, match par équipe de 4, bien sûr. Donc, 4 en équipe. Pour le titre féminin des Knockouts de la TNA. Alors, The Team Sister by Elegance. Voilà comment je pourrais le surnommer, avec Ash by Elegance et Hater by Elegance, accompagné toujours par le personnel concierge, qui affronte justement les métaphores ou Metagirls, Lash Legend et Jakara Jackson, contre Spitfire, Dani Luna et Jody Trett, et Gigi Dolin et Tatum Paxley. Je trouve qu'il faudra leur trouver un nouveau nom d'équipe à ces deux-là, à Dolin et Paxley. Je trouve qu'il leur faut un nom d'équipe. Si on ajoute aussi Shotzi. Dans ce match-là, j'ai pas trop grand-chose à dire, si ce n'est que ils ont fait tout ce qu'il fallait faire pour épater la foule, car la foule était un peu dedans, mais parfois se reposer un peu après le gros match qu'ils ont eu avec l'Ultimate X. Ça, c'est un truc auquel je comprends. Et heureusement que ça a fait un petit effet, si vous voulez mon avis, auquel t'as 4 équipes qui veulent se surpasser, mais on ne sait pas qui pourrait devenir championne tellement qu'il y a trop d'équipes. Et d'un autre côté, c'est sûr qu'il y a les 2 catcheuses NXT, enfin, 2 catcheuses, les 2 équipes d'NXT, et de l'autre côté, 2 équipes TNA. Donc comme je l'ai dit, c'est TNA contre NXT, tout simplement. D'ailleurs, c'est vrai qu'on aurait bien voulu, mais pour le coup, bien voulu, un show en commun entre NXT et TNA, vu comment on a eu la nouvelle, enfin, j'ai vu la nouvelle, j'espère que vous aussi. On a eu la nouvelle comme quoi il y aura un Worlds Collide,
auquel ben, il va y avoir NXT et la AAA. Je suppose qu'il y aura tous les catcheurs et catcheuses de la AAA qui vont participer. Peut-être les titres vont peut-être être mis en jeu, mais ça je ne sais pas bah, si la AAA continuera toujours d'exister malgré ce rachat. Je n'ai vraiment aucune idée. Et d'ailleurs, en parlant de AAA, ils ont aussi des bonnes relations avec la TNA. Hein. Donc, comme ça, bah, j'espère que vous saviez. Hein. J'espère qu'ils ont toujours des bonnes relations, parce que je pense que ça fait quand même des années auxquelles bah, les deux compagnies catch dans différents shows respectifs de la AAA ou de la TNA, et que ça a toujours continué. Mais bon, j'espère pour la WWE va quand même toujours faire exister la AAA. Mais bon, ça on n'en sait pas, hein. On n'en sait pas, mais on en espère, hein, parce que si la AAA n'existe plus, eh bien c'est un peu dommage que ça s'arrête là après plus d'une trentaine d'années d'existence pour la AAA. Même si je m'écarte un petit peu du sujet à propos du match, mais bon, si je dois désigner une vainqueuse, enfin 2 vainqueuses en l'occurrence, eh bien ce sera Ash et Hater Elegance qui remportent le match, tout simplement. De manière opportuniste, je crois qu'il y a eu les finishes, je crois que de Metagirl ou de Dolin et Paxley, ou peut-être de Judy et de Luna, quoi, qui ont fait soit le finish. Je sais que j'ai vu le match, mais vu comment j'ai pas toujours le temps de tout détailler et auquel je cafouille un peu, c'est tout ce que je sais, c'est victoire des Sœurs Élégance. Tout ce que je peux vous dire. Qu'ils ont remporté de manière opportuniste et qu'elles sont toujours championnes par équipe féminin des knockouts. Que demander de plus, que demander de moins. Voilà tout. Je coupe un petit peu et après on repoursuit. A tout de suite. Le 5e match, c'est un match par équipe de 6 également. Tout à l'heure, dans le pré-show, on a eu celui des femmes, maintenant celui des hommes. The Rascals, Trey Miguel et Zachary Wance, qui font équipe avec Ace Austin, accompagnés par X-Pac, qu'on connaît bien sûr sous le nom de Six Pack, 1, 2, 3 Kid, The Kid, mais également le nom de Sean Waltman, contre The System. Donc Eddie Edwards, Brian Myers et Moose. Normalement ça devait être JDC, Johnny Dango Curtis, mais je crois qu'il était blessé, je crois, et qu'il pouvait pas participer à ce match-là. Et du coup, Moose, justement lui, décide de participer pour la 2e fois dans le show, quoi. Il a catché pour la X-Division, enfin pour le Ultimate X. Maintenant, il catch en équipe avec ses 2 associés pour espérer d'avoir le contrôle total de la TNA. Est-ce qu'ils vont réussir? Telle est la question. Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Match très dynamique, surtout qu'on connaît très bien les tacticités des Rascals. Ça va très vite, très rapide. Pas le temps de cligner des yeux, ça va à 1000 à l'heure. On n'a pas le temps de tout voir, mais ça fait quand même le taf et ça fait réagir le public. Du côté du système, vous saviez, ils sont juste là pour un peu casser le rythme. Pardonnez-moi. Un peu casser le rythme, attirer de la hit du public. Et j'en passe des choses auxquelles il peut faire. Je crois qu'à un moment donné, je ne pense pas qu'il y ait eu un ref bump. Enfin, parce que j'ai pas tout le temps détaillé, si ce n'est que je me rappelais qu'il y avait les Rascals et Austin qui étaient prêts à en finir, mais il y a Masha Slamovich qui est là, qui arrive et qu'elle veut casser l'ambiance du match sous les sifflets du public évidemment. Et derrière t'as Sean Waltman qui arrive en douce par derrière sous l'acclamation du public et qu'elle elle s'empare, enfin il s'empare de Masha, enfin non, Alisha Edwards. Excusez-moi si j'ai confondu Masha Slamovich et Alisha Edwards. Enfin, j'aurais préféré de dire Alicia. Ça aurait été plus facile. Mais non, c'est Alisha.
Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont avec les chats. Mais bon, ça, je m'égare du sujet. Il s'empare des cheveux de Alicia Edwards et de faire un X-Factor. Et du coup, ben, la foule pop, évidemment. Et ça permet, évidemment, à Ace Austin et les Rascals de, de mitrailler The System. Et je crois que celui qui va subir le tombé, c'est soit Edwards ou Myers. Qui subit le pin de la part des Rascals et de Ace Austin. Donc vous avez compris, c'est victoire de Austin et Miguel et Wance qui remportent le match, tout simplement. Voilà tout. Maintenant, ben, le match numéro 6. Alors là, c'est un match pour le fraîchement couronné titre continental, enfin international. J'allais dire intercontinental, mais non, c'est international. Donc le titre est fraîchement mis en jeu. Avec Steve McLean, le champion, contre Eric Young, accompagné par The Northern Armory. Donc, accompagné évidemment de son équipe, du nom Judas Incarius et Travis Williams. Donc, pour ne citer que. Alors, oui, on peut faire un genre de contexte avec ce match-là. On sait que, bah, justement, Steve McLean adore justement de prendre un peu Eric Young pour le pire des glands, en sachant qu'il a gagné à chaque fois ses matchs face à Eric Young, et du coup Eric Young il galère à gagner contre Steve McLean, même pour un titre, et du coup ben, il veut ce titre, il se doit de l'obtenir, mais à chaque fois ben, il se fait tout le temps avoir, et d'ailleurs dans ce match là c'est ce qui va se passer. J'ai rien d'autre à dire à propos du match. Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est moins bon, en sachant que c'est trop demandé. Et excusez-moi si vous entendez des chiens aboyer, parce que j'ai ouvert la fenêtre et j'ai un petit peu chaud. Donc excusez-moi si vous entendez du bruit au fond. Voilà, pour vous prévenir. Mais bon, si ce n'est que j'ai pas trop de choses à citer et que je pourrais dire que c'est victoire de Steve McLean qui arrive à remporter le match en contrant le Schoolboy, non pas le Schoolboy, enfin si on peut appeler ça un Schoolboy, mais un surpassement par-dessus son adversaire pour essayer de faire le tomber. Eh bien, McLean retourne la situation et il fait le pin pour le compte de 3. Donc c'est victoire McLean. Mais à la fin, il se fait attaquer par les hommes de Young. Donc Judas Incarius et Travis Williams. Et Eric Young s'y met aussi. Donc ils attaquent justement Steve McLean, quitte à l'étrangler avec une chaîne au niveau des cordes à l'extérieur. Donc ils l'ont étranglé. Et ça veut dire que ça va encore continuer. Et peut-être que Young, ce sera peut-être la bonne s'il remporte le match. Parce que c'est vrai qu'il a la fâcheuse tendance à perdre tout le temps face à McLean. Et du coup, bah, c'est l'occasion pour lui d'essayer de prier. Espérons qu'il remporte dans le match dans les règles de l'art. Enfin, je dis ça, mais on sait très bien que non. Donc voilà, que pour citer que. Maintenant, ben, match numéro 7. Falls Count Anywhere entre Mike Santana contre Mustafa Ali. Alors, ben, ça n'en finira jamais. Enfin, peut-être que ça va finir directement avec cette rivalité. Parce que dans cette histoire, on sait que Mustafa Ali adore jouer avec les sentiments de Mike Santana, surtout en jouant sous son alcoolisme. Vu comment, on va dire, les démons internes de Mike Santana, c'est l'alcool et peut-être la drogue. Mais bon, difficile à savoir. Mais en tout cas, il vise plutôt l'alcool, Mustafa Ali, sur Mike Santana. Et du coup, ben, justement, ça a un peu tourné en vinaigre. Et qui veulent enfin en découdre. Vu comment Mustafa Ali a trop dépassé les bornes. Il faut en finir. Il faut clarifier les choses au plus clair. Et du coup, ben, ça se conclut dans un Falls Count Anywhere. Et espérons que l'un des deux hommes arrivera à rebondir par la suite. Parce que c'est pas toujours facile de perdre après une lourde défaite. Mais ils sont passés des tas de choses. Hein. Ils sont bagarrés à l'extérieur du ring, dans le public. Et je crois qu'il y a un petit moment auquel ils vont un peu passer rapido sous vestiaire. Mais ils vont ressortir par la suite. Ça s'enchaîne, le public est en feu, tout le monde adore ça.
Et un moment auquel Mike Santana était persuadé d'avoir le match, eh bien, il y a l'entourage de Mustafa Ali qui arrive à casser toute cette ambiance, quitte à intervenir pour sauver leur patron, vu comment on peut dire que Mustafa Ali est un peu un président, non officiel bien sûr. Donc ils se doivent de protéger leur président, faire le sale boulot, mais ils se font martyriser, bien sûr, par Mike Santana. Donc ils se font allumer. Et il y a même Tasha Steelz qui arrivait également à porter main forte. Mais quant à elle, elle va se faire prendre un Razor's Edge, qu'on peut appeler ça un crucifix bombe, à travers une table. Ça la met out durant le match. Ali, il voit que Mike Santana se débarrasse de sa propre équipe, décide de prendre les choses en main et d'attaquer lâchement Mike Santana, pour dire les termes. Il pensait justement avoir la victoire, mais ça s'est retourné contre lui, car Mike Santana va le coucher avec une énorme lariat. Il va le coucher avec cette lariat et qui remporte le match. Donc c'est Mike Santana qui bat Mustafa Ali, enfin pour de bon. Et la suite pour les deux hommes. Est-ce qu'ils vont réussir à se rebondir pour avoir d'autres horizons? Ou alors il faut que ça continue encore? Si ça continue encore, c'est que l'un des deux n'a pas encore fini à l'âge de guerre. Que demander de plus, que demander de moins? Mais bon, on en reste ici. Victoire de Santana. On passe à un autre match. Je coupe encore un peu et on repoursuit. Oui, je n'ai pas le choix, je dois m'hydrater. Match numéro 8. Pour le titre du monde féminin des Knockouts de la TNA, Masha Slamovich contre Tessa Blanchard. Après avoir bataillé contre elle pour expliquer tout à propos de Tessa Blanchard, que si on doit, on va dire, donner encore une seconde chance, de l'accepter telle qu'elle est, du fait qu'elle se porte à carreau, parce que oui, je sais que j'ai trop dit sur Tessa Blanchard, vous m'avez fait part de vos réponses, surtout Pierre-Paul, et quelques petites personnes auxquelles, désolé, j'ai pas trop retenu, mais je sais que vous m'avez donné votre avis. Après avoir bataillé, je me suis dit, peut-être que à quoi ça sert d'en parler, si ce n'est que, avec le temps, peut-être qu'on en rigolera, et peut-être que tout le monde aura peut-être mis un trait de côté. Ce qui n'est peut-être pas le cas de certains. Concernant ce match-là, entre les deux femmes, peu importe le résultat du match, je sais forcément que je vais adorer, vu comment ça peut être que bon. Vraiment être bon. Peu importe si ça ne plaît pas forcément à certaines, parce que j'ai pas encore vu la vidéo de Marius Playground. Je sais qu'elle a sorti la vidéo, mais je l'ai pas encore vue. J'avais vu la notification, mais je l'ai pas encore vue, vu comment je voulais regarder au plus vite le show. Ouais, parce que ça, je sais que ça a commencé dans le temps de minuit, mais vu comment je dois préserver mes nuits pour mieux dormir, j'ai préféré attendre le matin pour regarder le show. Auquel, cette fois-ci, je vais pas trop, on va dire, l'embêter en défendant Tessa Blanchard, parce que justement, on peut pas faire raisonner certaines personnes. Je sais qu'elle n'est pas parfaite. On sait bien que Tessa Blanchard, elle a des casseroles autour de elle. Et auquel, on va pas non plus éternellement coller sous son front de raciste toute sa vie. Parce que déjà, Hulk Hogan paye déjà les frais. Et auquel, on essaye de, on va dire, de trouver du positif à tout ça. Beau qu'il a clairement dépassé les bornes. On pourrait pas appeler Tessa Blanchard Tessa Hogan non plus. Ou de tous les noms auxquels il faut pas dire concernant le N-World. Même, je peux vous dire, même si elle aurait remporté le match et le titre, ça crée une réaction. Ça crée une réaction négative autour de elle. Ça permet qu'on la déteste de plus en plus.
et qu'elle est là à, ben, on va dire, à faire chier son monde, à nous emmerder en disant que c'est elle la championne. Il faudra s'incliner devant votre nouvelle championne, votre nouvelle déesse, votre nouvelle reine, etc. Du fait que ça crée une réaction et que ça diverse les fans, soit on l'aime, soit on l'apprécie pas. Enfin, soit on l'aime, soit on le déteste, pour mieux dire plus simple. Ben, au moins ça fait réagir. Comme je l'ai dit, ça plaira peut-être pas à certains, mais peut-être qu'il faudra accepter tel qu'il soit. Et attention, je n'ai pas dit qu'elle ait gagné ce match, hein. Je dis tout simplement, si elle aurait gagné, peut-être que ça créerait une réaction positive ou négative, et auquel, ben, moi du fait que ça peut être bon et que ça crée une réaction, moi je suis absolument preneur. Mais concernant le match, évidemment, je peux vous dire c'était très bon entre les deux, entre Masha Slamovic et Tessa Blanchard. Que des enchaînements, ça s'est enchaîné terriblement grave. Il y a Tessa qui a vraiment ce côté Four Horseman, on peut le dire, vu comment elle a ce travail éthique des Four Horseman auquel elle décide de s'acharner sur un membre et de ne pas le lâcher. Donc elle travaille sur un des membres. Et quand je parle un des membres, ça peut soit être les bras ou soit les jambes. Eh bien, elle décide de s'attaquer aux jambes de Masha Slamovic pour éviter justement les strikes. Parce qu'il faut dire, Masha Slamovic, elle aime tout ce qui est type d'art martial. D'ailleurs, elle en a pratiqué des arts martiaux mixtes. Et je crois qu'elle était présente au GCW Bloodsport Invitational Josh Barnett, auquel quelques catcheurs de la WWE ont y participé également. Et auquel, si j'aurais su, j'aurais peut-être en trop en dire, mais vu comment j'avais pas vu tout ce qui restait des vidéos, je pourrais pas trop vous donner trop d'informations, si ce n'est que si vous en avez même des shows complets, moi je suis preneur, hein. Évidemment je suis preneur. Donc c'est une extra en striking, et aussi en soumission, elle prouve à quel point elle peut faire des prises absolument douloureuses. Eh bien, Tessa Blanchard, elle exploite. Elle travaille sur la jambe de Masha Slamovic. Mais ce sera pareil pour Masha, vu comment elle va travailler sur le bras de Tessa Blanchard. Donc elle s'est dit, elle s'acharne sur mes jambes, moi je vais lui acharner sur les bras. Je vais lui infliger une douleur immense. Tout ça pour protéger l'honneur de la TNA. Je vais faire pour les fans de la TNA. Je vais faire pour les catcheuses de la TNA auxquelles Tessa Blanchard l'a intimidé. Voilà comment je pourrais dire concernant cette histoire. On va dire que Masha Slamovic, elle fait ça pour le bien commun des fans et des catcheurs et catcheuses de la TNA. Auxquels peut-être que Tessa Blanchard elle a eu un problème avec certaines d'entre elles. Vu comment on dit de elle que c'est une bully, que c'est une harceleuse, que c'est une raciste, que c'est une ci ou là, bref, tout le monde n'est pas parfait. Bref, on va dire que Masha Slamovic, elle a rendu service aux fans de la TNA, au public, aux gens qui la détestent Tessa Blanchard, voilà. Puis ça peut concerner et même les catcheurs et catcheuses. Mais bon, ça j'ai un petit peu oublié de citer ça quand j'ai dit les personnes, les fans. Mais bon, du fait que je l'ai dit, un coup que c'est dit. Et auquel, malgré la douleur, Tessa, elle perd pas le nord, elle perd pas le match. Elle essaye d'enchaîner, mais ça va se retourner contre elle parce qu'elle va pas effectuer le double knee magnum ou la hammerlock DDT. Enfin, je crois qu'elle les a utilisées, mais que c'était uniquement compte de 2. Et pareil pour les prises de Masha Slamovic, c'était uniquement compte de 2. Mais au climax du match, je sais que Tessa voulait faire sa crossface, mais ça va être retourner la situation par Masha Slamovic, qu'elle fait une clé de bras, et je crois qu'elle s'empare de la tête, enfin elle fait une clé de bras et une clé de tête, auquel elle fait une énorme pression. Bien sûr, quand ça fait une pression, c'est très douloureux, et du coup Tessa Blanchard n'a pas le choix d'abandonner. Et du coup elle tap out. Donc, sous l'applaudissement du public, voilà, pour que tout le monde soit content. Pour ceux qui ont un problème avec Tessa Blanchard, vous avez le résultat escompté.
Parce que je sais qu'il y en a qui ont dû... ils ont sûrement tremblé dans leur petit canapé, dans leur petite chaise de bureau en disant oh là là, j'ai pas envie de voir cette meuf gagner la ceinture. Oh là là, j'ai pas envie. J'ai pas envie, je préfère que ce soit Macha. Vas-y, Macha. Sauve l'honneur de la TNA. S'il te plaît, je veux pas voir cette putain de... qu'elle gagne. Ça y est, maintenant je dis des mots forts. Maintenant je dis putain. Envers la gente féminine. Bon, après, je dis ça, mais je dis ce que certains oseraient de dire. Hein. Mais après, moi, comme je dis, pour moi, si elle serait à nouveau championne, ce serait pas déconnant, ça aurait été la femme à abattre, la femme la plus détestée du game auquel on veut voir perdre. On va pas se mentir, quand on regarde un film, il y en a qui encouragent les héros, mais il y en a qui détestent les héros parce qu'ils préfèrent encourager les méchants, et certains qui détestent les méchants. Mais quand un méchant ou une méchante, si vous préférez, devient trop forte, trop dominante, on veut la voir perdre, et il faut trouver un héros auquel il faut se ranger pour justement la battre et la faire perdre. Donc ça peut être captivant. Ça peut être très captivant. Je sais pas si vous suivez ma vision, mais moi je vois de cette manière. Il n'y a pas photo, si ce n'est que je ne sais dire que ça. Et je peux vous partager ma vision des faits. Mais bon, vous avez compris, c'est victoire de Masha Slamovich, et auquel ça reste la championne imbattable. La suite, on verra par la suite. Est-ce que Tessa va s'en relever de cette lourde ultime défaite? Je laisse l'avenir en décider autrement. Plus que 2 matchs après, c'est terminé. Match numéro 9, c'est pour les titres par équipe du monde par équipe, évidemment de la TNA. Les Nemeth Brothers, donc Nick Nemeth et Ryan Nemeth, contre les Hardy Boys, pardonnez-moi, j'ai dit Hardy Bro, mais non, c'est Hardy Boys. Jeff Hardy et Matt Hardy, donc excusez-moi si je m'étais trompé un petit peu. Qu'ils affrontent les frères Nemeth. Donc c'est combat de 2 frères contre 2 frères. Bon, je crois que j'ai pas besoin de citer, je l'avais déjà dit dans Unbreakable. On sait que Nick Nemeth a trahi justement l'équipe des Hardy, et du coup il a décidé d'être heel, tout en s'en prenant aux 2 frères, et que c'est comme ça comment les 2 frères rentrent en collision avec 2 autres frères, et que ça serait très intéressant, d'ailleurs le match est quand même intéressant pour être souligné. On a eu des spots sympas, surtout quand c'est Matt ou Jeff avec Nick. Un petit peu moins Ryan Nemeth, parce que on va pas se mentir, je vais pas vous le cacher, je trouve que Ryan Nemeth n'a pas encore ce talent qu'a Nick Nemeth. Parce que Nick Nemeth, on connaît, c'est Dolph Ziggler, c'est un des catcheurs les plus talentueux. Quand il vend, il te vend comme un malade, parce que on l'a déjà vu, des fois quand il a vendu des prises, quand il se prend RKO, le mec il est réellement KO. Quand il se mange un spire, le mec il vole. Quand il se prend un monkey flip, t'as l'impression qu'il va faire tout le tour du ring. Dolph Ziggler, c'est un sacré vendeur, comme c'est un sacré encaisseur de coups. Comme il peut en donner et exécuter des prises. Hein. On peut le dire. Nick Nemeth est quasiment presque un demi-dieu sur le ring. Hein. Quelqu'un qui peut quasiment presque tout faire. Je ne veux pas dire qu'il est très 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 bon en tout, vu comment il est bon dans son propre élément. Comme les Hardy, ils sont pas bons au niveau tout ce qui est, on va dire, technique. Ils maîtrisent un petit peu la technique, mais pas, on va dire, comme des vrais pros. Ils sont que bons dans le côté pied-point, un petit peu des prises, travail à 2. Ils sont que doués en équipe et en stipulation. Mais sinon, rien d'autre à dire si ce n'est qu'ils sont très doués et auxquels on les apprécie tellement fort. Dans le côté du match, j'ai pas forcément trop grand chose à dire si ce n'est qu'il y a eu des tas de spots, des changements rapides, etc. etc. Ce que je peux citer, c'est qu'il y a eu des petits quiproquos, notamment un ref bump de la part du public, de la part de l'arbitre. Et qu'il y a une chaise auquel Matt Hardy voulait faire un powerbomb, mais il se fait retourner la situation par Ryan Nemeth.
L'arbitre, je crois que c'est une madame l'arbitre ou une monsieur l'arbitre. Euh, Nick Nemeth donne un coup de pied dans les parties intimes de Jeff Hardy. Et il va faire un genre de zigzag auquel il appelle par son nouveau nom. J'ai du mal à retenir. Je sais que je l'avais déjà dit auparavant, mais c'est très dur à retenir. Je préfère retenir le zigzag. Donc il effectue cette prise du zigzag. Et en prime, il va l'offrir en cadeau à Ryan Nemeth. Donc il fait le changement. Et Ryan Nemeth, il fait le pin sur Jeff Hardy. Donc oui, vous avez compris. Nick Nemeth vient d'offrir en cadeau à Ryan Nemeth pour effectuer la victoire sur Jeff Hardy et Matt Hardy. Donc ils ont battu les Hardy Boys pour devenir les nouveaux champions par équipe de la TNA. Les deux frères Nemeth ont réussi. Et du coup, ben oui, on peut un petit peu critiquer que Nick Nemeth c'est l'un des moins talentueux des deux. Mais vu comment c'est Nick Nemeth qui vient de lui donner la victoire, bah ça peut être bénéfique pour lui, hein, en sachant que un frère donne la victoire à son autre frère. Je vais pas dire que c'est pourri, mais du fait qu'il offre en cadeau, voilà quoi. J'ai pas d'autres mots. J'ai vraiment pas d'autres mots, si ce n'est que c'est victoire des frères Nemeth, tout simplement. Maintenant, le main event, c'est le match numéro 10. Un three-way dance ou un match triple threat pour le championnat du monde de la TNA. Et également le Cult of Shot de Kazarian, qui est également en jeu, je crois. Ouais, parce qu'il s'agit aussi du match de championnat Call Your Shot de Kazarian. Donc c'est un trophée en fait, auquel Kazarian il met son trophée en jeu. En même temps que le titre de Joe Hendry. Vu comment Joe Hendry affronte Frankie Kazarian et All Ego Ethan Page. Donc oui, le représentant d'NXT, mais il faut savoir que Ethan Page, avant d'y aller à la WWE et avant d'y aller à la AEW, il était à la Impact, donc la TNA, également de la PWG, bref. Il a fait toutes les autres promotions Ethan Page, et du coup il est un petit peu revenu aux sources, donc à la TNA, et auquel il veut en faire partir de la carte, parce que il sait très bien que la WWE et la TNA collaborent ensemble, il va en faire partie. Peut-être pour emporter le titre, pour créer un choc à la TNA, mais moi perso ça m'aurait pas choqué qui remporte ou qui perd, hein. Peu importe le résultat, j'aurais forcément aimé, ou peut-être pas, hein, si le match est très décevant. Mais bon, dans ce match-là, on sait que c'est chacun un peu pour sa peau et Dieu pour tous. Qui pourrait survivre à un tel match pour éviter de subir le pin? Est-ce que le champion pourrait survivre à deux autres équipes pour éviter de perdre sa ceinture? Ou alors est-ce que c'est les deux challengers qui vont se faire la fameuse part du gâteau? Et du coup, ça s'est beaucoup agité, beaucoup de prises, beaucoup d'offenses. T'as Ethan Page qui a failli créer la surprise, mais il se fait calmer par Frankie Kazarian. Kazarian également, il a voulu revenir en force et de remporter le titre, mais il se fait allumer au passage, par Ethan Page évidemment. Et du coup, il ne reste que Joe Hendry et Ethan Page qui s'affrontent. T'as Ethan Page qui voulait faire comme il avait fait à No Mercy 2024, donc essayer de le battre avec son All Ego's Edge, ou voler les prises justement de Joe Hendry. Mais Joe Hendry ne va pas se laisser avoir. Il fait son Fallaway Slam et son fameux Believe Shock Slam. Et il effectue le tombé pour la victoire. Donc c'est victoire de Joe Hendry qui bat ses deux adversaires et qu'il est toujours champion de la TNA. Eh ben... Quel match. Et aussi pour Joe Hendry... Je trouve que ce mois d'avril-là, je trouve que ça a été bénéfique pour lui. Après avoir remporté un match par équipe avec Masha Slamovich à Unbreakable, et également après avoir participé à WrestleMania, certes, il a peut-être perdu, mais au moins, ce qui est sûr, c'est qu'il a un peu gagné. Et quand je dis bien gagné, c'est qu'il a
un peu gagné les faveurs des louanges du public. Et que, bon, après, c'est vrai que j'aime pas trop la WWE quand ils enterrent des talents extérieurs pour satisfaire leur ego. J'aurais préféré ben, une victoire surprenante. Mais bon, vu comment on sait que c'est Randy Orton, on peut pas faire autrement. Mais quelque part, il est un peu victorieux dans tout ça, malgré la défaite. C'est que, au moins, c'est un peu une victoire pour la TNA de faire de la pub. Et d'ailleurs, ça a fait de la pub par rapport à ce match-là. Que certes, il a peut-être perdu, mais ce qui est sûr, c'est que les fans ont adoré. Parce qu'il il faut pas se mentir. À la WWE, surtout du côté de WrestleMania, parfois le public ne réagit pas et qu'elle est un peu morte. Donc du coup, il a bien fait de réagir avec des vrais fans de catch qui étaient présents sur place pour encourager le catcheur écossais. Donc pour lui, c'est une énorme victoire. Puis il apparaît au show d'NXT en faisant une promo face à Obafemi et à Trick Williams. Et auquel ben, il veut affronter Obafemi pour le titre NXT. Et t'as Trick Williams, bien sûr, qui fait le mec absolument chiant. Parce que, oui, quand je dis chiant, c'est que le mec, c'est un chiant pleurnicheur. Ah, j'ai perdu le titre. Vous savez pas ce que ça fait de perdre un titre. On devient aigri, on devient en colère. Je veux l'obtenir, je veux avoir ce foutu titre. Et que eux ne comprennent pas ce que ça veut dire d'être champion NXT. Ils ressentent pas tout ça. Et du coup, ben... il avait un peu trash-talké Joe Hendry. Il avait trash-talké Joe Hendry. D'ailleurs, en parlant de Trick Williams, il apparaît dans le show Rebellion par derrière et qu'il attaque Joe Hendry. Donc il l'attaque, et il fait son trick knee shot. Ouais, donc son fameux coup de genou. Et il soulève le titre et il balance par terre sur Joe Hendry. Du coup, je m'étais dit, mais qu'est-ce qu'il fout dans ce show-là? Il est là pour montrer à quel point il n'est pas à la hauteur d'être champion de la NXT, ou il est juste là pour créer de la hit en fin de show, parce que oui, ça ressemble à une hit en fin de show. Parce que ces temps-ci, Trick Williams commence à devenir de plus en plus heel, et c'est tellement dommage que le public ne s'est pas arrêté de chanter Whoop That Trick, parce que selon moi, ce n'est plus le bon gars auquel on doit se ranger. Pour moi, ça a l'air d'un gêneur. Et auquel, pour moi, selon moi et selon les fans, il est dans le même chemin que était Carmelo Hayes quand il était à la NXT. C'est un peu une vérité. Il partage le même chemin avec Carmelo Hayes, vu comment il ne sait pas sortir dans l'ombre de Carmelo Hayes. Et que... le mec est tout le temps aigri, c'est un rabat-joie, il veut que tout tourne autour de lui. Alors que selon moi, il devrait capitaliser sur un nouveau show. Il devait participer soit à Raw ou à SmackDown. Mais non, il continue à jadre. Parce qu'il n'en a pas fini avec Obafemi, il n'en a pas fini avec Juvon Evans. Bref, le mec est un rabat-joie fini. Et pour moi, petit à petit, peut-être qu'il va perdre de la hype auprès du public. Bientôt, ce sera plus Whoop That Trick, ce sera War Cry Trick. Je ne sais pas si cette tendance pourrait exister à l'avenir à la WWE, mais selon moi, la WWE devrait avoir cette idée, War Cry Trick. Donc le pleurnicheur trick. Si seulement il pouvait céder sa place aux autres, mais vu comment il est du genre rabat-joie, un peu casse-couille, et petit à petit je commence à être moins fan de lui. De toute façon, je sais que j'étais fan de Trick Williams, mais maintenant, depuis qu'il perd le titre, et depuis qu'il commence à montrer une attitude assez hostile à l'égard des autres, ça me donne pas envie de l'encourager, de chanter Whoop That Trick. Et je préfère de le traiter en tant que heel plutôt qu'en tant que face. Encore une fois, il est talentueux, hein. Je dis pas qu'il n'est pas talentueux, il est très talentueux. Mais selon moi, il devrait sauter à une étape. Donc, c'est-à-dire dans un des rosters. D'ailleurs, dans leur trash talking avec Trick Williams et Joe Hendry, il disait à Joe Hendry, ouais, t'as participé à WrestleMania en affrontant Randy Orton, et pourtant t'as perdu le match comme un guignol. Parce que ce qui est vrai,
Joe Hendry a peut-être perdu comme un guignol et la TNA s'est fait un petit peu enterrer pendant le show. Mais Joe Hendry a dû répondre en disant bah certes j'ai peut-être perdu le match face à Randy Orton, mais moi je me suis pas retrouvé dans le public à regarder le show. Ce qui est un tacle à la gorge à Trick Williams. Parce que s'il aurait voulu, Trick Williams aurait répondu au défi de Randy Orton. Mais non, il était assis dans le public. Et du coup, bah, c'est Joe Hendry qui a décidé de prendre ses initiatives, affronter une légende telle que Randy Orton. Et d'ailleurs, Randy Orton, il dit qu'il apprécie le travail de Joe Hendry. Quelque part, il a gagné le respect de Randy Orton. Hein. Une légende, donc il n'y a pas à dire. Joe Hendry, pour moi, qui gagne ou qui perd, c'est un vainqueur. Tout simplement. Juste que j'aurais bien voulu pour le Oh My God moment, ce serait que Joe Hendry remporte les deux titres. Donc il a le titre de TNA, pourquoi pas le titre NXT. Ça pourrait faire un gros choc, hein. Je sais pas pour vous, mais moi ça aurait de la gueule. Ça aurait de la gueule et ça aurait été excellent. Je sais pas pour vous, mais moi je vois de cette manière-là. Mais bon, j'en ai fini de parler de ce show, j'en ai fini de parler de Joe Hendry, de Trick Williams, de tout, etc. Vu comment, maintenant, je décide de conclure ce show pour TNA Rebellion 2025. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.